Merci à toutes et à tous pour votre présence et merci pour, encore une fois, votre fidélité et aussi pour tout ce que vous faites en vue de faire connaître notre chaîne, notre page Facebook et puis dans le sens de la propagation de nos idées et surtout merci pour tout ce que vous faites en vue de ramener du monde au Moltra afin que nous puissions véritablement entamer l'entreprise de la formation, de l'organisation, de la structuration et de la préparation des combats qui sont devant nous. Voilà. Alors ce soir, je voudrais parler du coronavirus, encore une fois, parce que c'est l'actualité. C'est ce qui nous préoccupe toutes et tous actuellement. Et voir qu'est-ce que le coronavirus a apporté aujourd'hui comme changement ou confirmation sur la scène internationale des réalités qui sont celles de la politique internationale. Donc le coronavirus, ce soir je vais l'analyser à l'aune des mouvements qui s'opèrent actuellement sur l'échiquier international. Alors depuis que le coronavirus a commencé, et tout le monde le sait, c'est une virulence qui a démarré en Chine. Et la Chine en tant que pays ayant déjà confirmé son unité et sa puissance interne et externe, la Chine a pris ses responsabilités, elle a assumé ses responsabilités vis-à-vis de ses populations. La Chine a résolu le problème du coronavirus sans attendre que l'OMS ou bien que les Occidentaux, que d'autres pays, d'autres puissances sur la scène internationale viennent lui dire ce qu'elle devrait faire. Donc les Chinois ont tout simplement assumé leurs responsabilités, ils ont fait face au problème du coronavirus et ils l'ont résolu parce qu'il y a une organisation interne en Chine, il y a un État chinois puissant qui est là, qui organise la société, qui dirige la société et qui a pour rôle de résoudre les problèmes et les défis qui se posent aux populations chinoises. Ça, c'est ce qu'on a observé en Chine. Et la Chine a résolu ces problèmes de manière magistrale. La Chine a affronté le coronavirus de manière magistrale. Et elle a apporté toutes les solutions qu'il fallait à ce problème de coronavirus, des mesures adaptées à la situation qu'avait provoqué le coronavirus dans le pays. Les infrastructures médicales ont été sollicitées, l'armée a été sollicitée, tous les services étatiques pouvant s'impliquer dans la résolution du problème du coronavirus ont été mobilisés par le pouvoir chinois. Les Chinois, étant un peuple discipliné, ont respecté les mesures d'éloignement social, de distanciation sociale, les mesures d'hygiène, les mesures de contrôle, toutes les mesures sociales et médicales, sanitaires, hygiéniques qui ont été indiquées par le pouvoir chinois ont été respectées par le peuple chinois, de sorte que progressivement la Chine est sortie de cette épidémie et a résolu le problème du coronavirus. Les Occidentaux qui finalement ont chopé ce virus-là, disposant d'un État intérieur, disposant d'une organisation interne, disposant d'une puissance extérieure, disposant de l'État à l'intérieur de leurs frontières, qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Les Occidentaux ont pris des mesures aussi bien sécuritaires, sociales, médicales, sanitaires, hygiéniques et tout ça pour affronter également le virus Covid-19. Aujourd'hui, ces pays-là, malgré le nombre de morts, sont en train de stabiliser la courbe et aujourd'hui, ces pays-là sont en train véritablement d'aller vers l'avant dans la résolution de ce problème du coronavirus. Donc, le sujet principal de ce soir, c'est de voir comment un pays comme la Chine, qui il y a encore 40 ans, 50 ans en arrière, était quasiment dans la position des pays africains, comment est-ce que les Chinois ont pu résoudre ce problème du coronavirus sans faire appel à qui que ce soit, sans attendre qui que ce soit, sans attendre que l'OMS, sans attendre que les Occidentaux, sans attendre que les Européens, sans attendre que l'Union européenne, sans attendre que les Américains, que Bill Gates,
et autres puissent venir, soi-disant, parler de vaccins et autres. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique? C'est que là où les Chinois ont affronté le problème du coronavirus et l'ont résolu d'eux-mêmes, là, les Africains ont attendu. C'est quand, une fois que le virus est arrivé, qu'on a vu commencer à voir les dictateurs africains s'agiter dans leur petit bocal pour prétendre édicter des mesures et prendre des décisions économiques et financières pour pouvoir dire qu'ils veulent juguler le coronavirus, alors que nous savons très bien que l'Afrique, ou bien les pays africains, tels qu'ils sont aujourd'hui, sont tout simplement l'incarnation du visage d'autrui et n'ont strictement rien comme politique sanitaire, médicale, politique sociale, politique économique capable de pouvoir affronter ce type de situation. Si bien que les maladies que traînent les peuples africains depuis des siècles continuent de nous tuer en Afrique. Et là, ces dictateurs, aujourd'hui, ils sortent de leur cocon pour amuser la galerie en alignant des milliers, des milliards, des centaines de milliards subitement trouvés pour soi-disant résoudre le problème du coronavirus. Ce qui est quand même ridicule, ce qui est vraiment un foutage de gueule, parce que nous savons très bien que les milliards dont il est question ne sont pas dans nos caisses et puis que les pays africains n'ont même pas la capacité d'être dans la dynamique de la planche à billets, c'est-à-dire de la fabrication de leur propre monnaie pour pouvoir combattre le coronavirus. Donc, nous voyons très bien, encore une fois, que la Chine, qui il y a encore quelques années en arrière, était un pays du tiers-monde, pour reprendre le terme des Occidentaux, les Chinois, tout d'abord, ont affronté de manière magistrale ce coronavirus et l'ont résolu comme problème, comme défi à eux. Et qu'est-ce qui se passe une fois que la Chine a résolu le problème du coronavirus à l'intérieur de ses frontières? La Chine aujourd'hui s'impose et c'est là que ceux qui ne voyaient pas la puissance de la Chine, ceux qui ne voyaient pas que la Chine était devenue la première puissance économique du monde et est en train de se renforcer. Parce qu'une puissance économique n'est valable et durable que si cette puissance économique est adossée à une puissance militaire. Donc la Chine est en train aujourd'hui de démontrer de manière magistrale sa puissance économique. La Chine est en train de montrer qu'elle est la première puissance économique du monde et que non seulement elle a la capacité de résoudre un problème comme celui du coronavirus à l'intérieur de ses frontières, mais aussi et surtout, la Chine est en train d'aller sur la scène internationale pour aider les autres pays, pour affirmer sa puissance. C'est ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la domination douce. La Chine est en train de se déployer aujourd'hui sur la scène internationale avec son expertise en matière de coronavirus pour affirmer et confirmer sa domination sur la scène internationale et confirmer ainsi son statut de la première puissance économique du monde. C'est ça la réalité qu'il faut observer calmement aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement la Chine avait la capacité et a démontré sa capacité d'affronter elle-même ce problème de coronavirus et de le résoudre dans l'intérieur, mais aussi sur la scène internationale, la Chine est en train d'apporter son expertise et son savoir-faire pour s'imposer et démontrer clairement qu'aujourd'hui, elle est la première puissance économique du monde. Et ça, c'est formidable. C'est quelque chose d'extrêmement formidable et qu'il faut observer avec lucidité et en tirer les conclusions qu'il faut pour nous, en tant que peuple africain. Et je vais expliquer pourquoi ce que la Chine est en train de faire sur la scène internationale aujourd'hui est quelque chose de génial. Il faut lui tirer notre chapeau. Tous les peuples qui sont dominés doivent tirer leur chapeau au peuple chinois aujourd'hui, qui est en train de montrer qu'un peuple ne s'affirme sur la scène internationale qu'en ayant la capacité de résoudre ses problèmes intérieurs. Et que chaque fois qu'un peuple ou qu'un pays n'a pas résolu ses problèmes intérieurs, il ne peut s'affirmer sur la scène internationale et ce pays-là ou ces peuples-là vont rester sous la domination des pays qui sont puissants sur la scène internationale. C'est ça la grande leçon que la Chine est en train d'infliger à tous les peuples dominés du monde et à ceux qui les ont dominés hier.
Et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que la Chine ne va pas apporter des masques et autres et tout ça pour aider les autres pays qui sont en difficulté, notamment les pays occidentaux et les pays africains. Mais c'est que aujourd'hui, avec le coronavirus, l'industrie chinoise a définitivement conquis le monde. Parce qu'il faut voir tous les appareils médicaux qui les fabriquent, les respirateurs, les appareils de respiration qui sont demandés aujourd'hui. Tout le monde s'adresse à la Chine. Tout le monde se bat pour que la Chine leur fabrique les masques pour pouvoir protéger leur population. Et une fois que l'industrie chinoise ne tourne pas à plein régime, qu'est-ce que ces pays font? Ces pays sont obligés de se mettre à genoux devant la Chine pour supplier les Chinois, supplier le pouvoir chinois pour que le pouvoir chinois accélère la fabrication de ces masques-là pour que leur population puisse être protégée. C'est là qu'on voit la puissance et la domination chinoise sur la scène internationale. C'est-à-dire que les Occidentaux qui avaient la puissance industrielle hier ont fait la délocalisation. Les Chinois ont appris beaucoup sur la scène internationale, mais non seulement la Chine a appris et a copié chez les Occidentaux leur technologie sans apprendre leur culture. C'est ça la différence. C'est-à-dire que les Chinois n'ont jamais accepté la culture occidentale, les vices de l'Europe et de l'Occident. Ils ont pris une partie de leur technologie, puisque la Chine avait déjà la connaissance technique et technologique, avant les Occidentaux d'ailleurs, mais les Chinois ont modernisé tout ça. Et aujourd'hui, la Chine a pris le pouvoir économique, industriel. Toute la puissance industrielle de la Chine aujourd'hui se montre très clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Africains qui dépendent de l'industrie chinoise, mais c'est aussi et surtout les Occidentaux qui dépendent énormément de l'industrie chinoise. Et ça se voit aujourd'hui avec le fait que les Occidentaux se soient mis à genoux, suppliant la Chine tous les jours pour que les Chinois leur fabriquent non seulement les appareils médicaux dont ils ont besoin, mais également les masques et les gels hydroalcooliques et bien d'autres produits. Et c'est là que la Chine nous enseigne une leçon fondamentale. C'est là que nous voyons que la Chine est un pays génial. Il faut le dire. Ce pays a fait un parcours extraordinaire pendant que la Chine non seulement résout ce problème de coronavirus à l'intérieur de ses frontières, non seulement apporte son expertise sur la scène internationale pour montrer aux Occidentaux comment affronter ce problème, mais aussi et surtout la Chine, par sa puissance industrielle, par sa capacité à fabriquer des produits, par sa domination sur la scène internationale sans tirer un seul coup de feu, parce que les Occidentaux ont bâti leur puissance sur la puissance militaire, les Chinois, sans tirer un seul coup de feu, ont définitivement pris le contrôle de la planète et ont définitivement pris le contrôle du monde. Et cette puissance chinoise va être consolidée très bientôt, parce qu'elle est en train d'être consolidée d'ailleurs, par une puissance militaire qui mettrait définitivement à l'abri les Chinois. Voilà, parce qu'une puissance économique sans puissance militaire, sans puissance de feu, sans être la première puissance militaire pour sauvegarder, pour protéger sa puissance économique, n'est pas une puissance. Donc les Chinois sont tout à fait lucides là-dessus. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de confirmer leur positionnement sur la scène internationale en tant que première puissance industrielle, économique, monétaire, financière et tout. La Chine est l'industrie du monde, est l'usine du monde. Et on voit très bien que lorsque les Chinois ne produisent pas, les Occidentaux sont tuberculosés. Les Occidentaux tous. Parce que la Chine est dans une situation où aujourd'hui tous les pays du monde sont en train de la supplier pour qu'elle fabrique les masques, les appareils médicaux, ainsi de suite, pour leur venir en aide. Et pendant que la Chine fait tout ça, qu'est-ce que nous on fait en Afrique? Nous, en Afrique, pendant ce temps, c'est là qu'on crie. En Afrique, c'est là qu'on crie. Pendant que les Chinois font tout ça, c'est là qu'on crie qu'on veut nous vacciner. C'est-à-dire que nous, on est encore dans l'état de l'enfance totale. Nous sommes encore dans l'état de l'enfance totale, où nous crions qu'on veut nous vacciner. Pendant que la Chine est en train de confirmer
sa puissance définitivement sur la scène internationale, eh bien en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on voit tout le monde s'agiter. Ah non, on n'est pas des cobayes. Ah non, on n'est pas des cobayes. Alors, si nous n'étions pas des cobayes, qu'est-ce que nous serions alors? Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Si notre statut n'est pas le statut de cobaye aujourd'hui sur la scène internationale et que l'Afrique n'est pas le champ d'expérience et le champ d'expérimentation pour le monde entier, dites-nous ce que nous sommes. Si nous ne sommes pas des cobayes, alors qu'est-ce que nous sommes? Quelle est notre place? Quel est notre rôle sur la scène internationale à part le rang de serveur, de serviteur des autres peuples sur la scène internationale? Dites-moi, quelle est la force que l'Afrique démontre aujourd'hui face à ce virus-là? Ne serait-ce que ça, et on ne va pas chercher plus loin, on ne va pas aller plus loin. Parlons simplement de comment les pays sont en train de gérer cette question du coronavirus. Et montrons ce que l'Afrique est en train de faire. Ouais? Voyons ce que l'Afrique est en train de faire. Donc, c'est ça la réalité. Donc, la Chine est en train de s'affirmer définitivement sur la scène internationale parce qu'il y a la capacité de résoudre ses problèmes intérieurs, d'avoir fait de l'ordre à l'intérieur de ses frontières, d'avoir réussi à sortir son peuple de la misère, de la colonisation, de la souffrance, de la domination extérieure, d'avoir réussi à mettre à bas les dictateurs, les petits voyous, les chefs de guerre que les Occidentaux et les Japonais ont placés à leur tête pour remettre la Chine sur le chemin de sa renaissance. Eh bien, les Chinois sont en train de montrer qu'un pays, quand il n'est pas en mesure de résoudre ses problèmes intérieurs, ne peut pas s'affirmer sur la scène internationale. Et comme je le disais, pendant que la Chine est en train de faire tout ça, nous, on est là, en train encore de bavarder sur Facebook et sur WhatsApp en disant qu'on veut nous vacciner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans l'état de l'enfance absolue et totale. Et c'est ça qui fait mal. Parce que il y a encore 50 ans en arrière, la Chine et nous étions quasiment au même niveau. Nous avions les mêmes défis. Nous avions les mêmes défis. Sauf que la différence est que la Chine, à l'époque, avait déjà fait sa révolution intérieure et avait déjà coupé la tête aux petits voyous qui étaient placés à leur tête par les Occidentaux et les Japonais, et les Russes d'ailleurs, pour commencer la renaissance de ce pays. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, le bilan est là. La Chine est en train de s'affirmer définitivement comme la première puissance économique et bientôt la première puissance militaire pour consolider sa domination économique sur l'ensemble de la planète Terre. C'est ça la réalité. Et pendant que les autres se battent, développent des stratégies, sortent les grands moyens pour affronter ce problème du coronavirus, qu'est-ce que nous on fait? C'est là que les panafricanistes africains sont en train de s'étriper, sont en train de s'entre-déchirer, sont en train de s'agiter, sont en train de transpirer, montrant encore une fois que nous sommes les dernières roues d'une carrosse, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit simplement qu'il y ait un élu quelque part qui dise que, ben voilà, il faut aller tester le vaccin sur les Africains pour que la planète africaine prenne feu, puis que tout le monde s'agite dans tous les sens pour dire que nous ne sommes pas des cobayes. Je pose encore une fois la question de savoir si nous ne sommes pas des cobayes, qu'est-ce que nous sommes? Si toutes les expériences inhumaines qui sont conduites en Afrique ne démontrent pas que nous sommes un champ d'expérimentation pour les autres peuples, dites-moi ce que nous sommes. Dites-moi ce que nous, Africains, nous sommes aujourd'hui, aussi bien dans notre propre environnement que sur la scène internationale. Si nous n'étions pas des cobayes, qu'est-ce que nous serions? Toutes les expérimentations qui sont conduites en Afrique, l'expérimentation politique, c'est-à-dire que les régimes qui n'existent plus nulle part, sont en cours d'expérimentation en Afrique. Des régimes qui n'ont plus cours nulle part sur cette planète. Ce sont ces régimes-là qu'on nous impose. Les lois qui n'existent plus nulle part. Ces lois-là sont conduites et imposées en Afrique. Des pratiques du pouvoir qui n'existent plus nulle part. Ces pratiques-là, aujourd'hui, ont cours en Afrique. Des voyous, les vices des Occidentaux, des choses que les Occidentaux eux-mêmes ne pratiquent plus. Ce sont ces choses-là que les Occidentaux viennent expérimenter en Afrique. Et on dit gaillardement que ne sont pas des cobayes,
On a encore une fois vendu les Africains. Il y a seulement 2 ans en Afrique, on vendait encore les Africains à Libye. On me dit que non, on n'est pas un champ d'expérimentation. On nous vend, on nous torture, des guerres qui n'existent plus nulle part sont en Afrique et on nous dit que nous ne sommes pas un champ d'expérimentation pour les autres. Et s'il suffisait de le proclamer pour ne pas l'être, eh bien bravo. Et s'il suffisait de proclamer que nous ne sommes pas des cobayes pour les Occidentaux ou bien pour les autres peuples, pour que nous ne le soyons pas vraiment, eh bien bravo, proclamons-le. Et puis effectivement que dans la réalité, nous ne le soyons pas. Nous ne pouvons être que heureux de savoir que notre peuple n'est pas un champ d'expérimentation ou bien n'est pas un peuple cobaye pour les autres peuples. C'est ça la réalité. Voyez, aujourd'hui, la réalité et la vérité factuelle est que les Chinois ont fait tout un processus historique, ont conduit tout un processus historique qui les a amenés là. Si on voit la Chine avec les yeux d'aujourd'hui, on ne comprendrait rien. Si on ne fait pas l'histoire, si on ne connaît pas l'histoire de la Renaissance chinoise, on ne peut pas comprendre comment les Chinois ont fait pour arriver à ce niveau de puissance et de capacité intérieure de résolution de leurs problèmes, de sorte à s'affirmer sur la scène internationale. C'est que les Chinois étaient exactement dans la position des Africains au 19e siècle. Les Chinois étaient exactement dans la position des Africains, c'est-à-dire que la Chine était morcelée en 1000 morceaux. Et chaque morceau était confié à un chef de guerre, des voyous, qui martyrisaient le peuple chinois. Maintenant, ce peuple dans la souffrance. Les Britanniques cultivaient la drogue, le pavot en Inde et imposaient l'opium. Hein? C'était l'opium. Ils imposaient l'opium aux Chinois. Les Chinois étaient fous dans leur pays. Ils fumaient n'importe comment. Les gens tombaient dans la rue. Les Britanniques et les Américains, les Français, les Russes, les Japonais, les Allemands étaient présents en Chine et dominaient la Chine. Les Chinois étaient colonisés. Colonisés. Avec à leur tête des chefs de bandes voyous qui étaient des assassins criminels, exactement comme les dictateurs africains aujourd'hui. Les Chinois ont commencé à s'opposer à tout ceci. Il y a d'abord ce qu'on appelait le soulèvement des boxeurs. Donc c'est un groupe de Chinois qui s'était levé contre la domination extérieure. Ce soulèvement des boxeurs a été réprimé sauvagement. Après, il y a eu le soulèvement des nationalistes, donc les nationalistes, avec à leur tête le docteur Sun Yat-sen, ont pris la relève et ont commencé véritablement à s'organiser pour pouvoir libérer la Chine de la domination extérieure. Tout d'abord en affranchissant le peuple de la domination des voyous et des tyrans qui étaient placés à leur tête, à savoir ce qu'on appelait les seigneurs de guerre. Donc, les Chinois ont continué sur la voie de Sun Yat-sen, c'est-à-dire la voie de la révolution nationaliste, jusqu'à ce que Sun Yat-sen ne finisse par mourir. Sun Yat-sen, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup promené dans la diaspora pour aller chercher les Chinois qui étaient dans la diaspora, pour les mobiliser, les conscientiser à l'esprit patriotique, à la nécessité de s'engager dans une lutte de libération de leur pays pour entamer la reconstruction de la Chine. Parce que les Chinois, aux côtés de Sun Yat-sen, ne pouvaient plus accepter voir leur pays dans cet état de misère et de domination. Parce que les Chinois se sont toujours considérés comme le cœur de la civilisation humaine et que le sort qui leur était fait n'était pas du tout acceptable. Donc il fallait nécessairement qu'ils se mobilisent pour se libérer et reconstruire leur pays, pour démontrer au monde entier que le peuple chinois est un peuple béni de Dieu et que c'est l'empire du milieu, tout simplement. Et que ce pays est le pays de la civilisation humaine. Donc après la mort de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek a pris sa place. Avant ça, il y a Mao et ses camarades qui ont créé le Parti communiste, le Parti communiste chinois. Parce que les communistes chinois considéraient que les nationalistes n'étaient pas en train de mener le bon combat. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas toute la force de la population pour pouvoir vaincre la domination étrangère qui était exercée sur leur pays. Donc,
il y a une frange plus nationaliste, plus patriote, plus radicale, qui s'est réunie autour de la personne de Mao et de ses camarades pour fonder le Parti communiste, en tout cas prendre en main le Parti communiste qui a été créé et utiliser le Parti communiste comme le fer de lance de la révolution chinoise en vue de sa renaissance. Et après la mort de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek qui a pris le pouvoir, qui a pris la relève de Sun Yat-sen, s'est compromis à plusieurs reprises, c'est-à-dire que les Japonais ont envahi une partie de la Chine et ont créé l'état de Manchukuo, ce qu'on appelait la Mandchourie. Chiang Kai-shek n'était pas en capacité de réagir. Tout ce que Chiang Kai-shek visait, c'était de mater les communistes chinois pour prendre le pouvoir et traiter avec les puissances étrangères. Contrairement à ce que Sun Yat-sen visait, Chiang Kai-shek s'est compromis. Et c'est là que les communistes chinois se sont radicalisés et ont mobilisé massivement le peuple. Et ont travaillé avec les paysans. Ils sont allés chercher les paysans, les sans-culottes, les sans-dents, pour parler comme François Hollande, pour les mobiliser, les former et attaquer l'armée de Chiang Kai-shek à plusieurs reprises pour la vaincre et reprendre en main la Chine et la reconstruire. C'est ainsi qu'au bout d'un énorme sacrifice, d'une lutte sans merci, les communistes chinois ont pris le pouvoir, ont renversé Chiang Kai-shek, ont repris en main le pays et l'ont reconstruit. Aujourd'hui, le résultat est devant nous. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'histoire sont là en train de nous dire que la Chine est une dictature ou bien que la Chine a démontré de manière magistrale ce qu'un peuple dominé peut faire et ce que l'histoire indique à un peuple dominé. Ce n'est pas les plaisanteries. Et ceux qui ne savent pas de quoi on parle peuvent continuer à aligner la propagande occidentale consistant à dire « Waouh, la Chine est une dictature, la Chine... » Très bien, la Chine est une dictature. Vous, vous êtes en démocratie. Vous avez vos démocraties en Afrique et on n'arrive même pas à résoudre le plus petit de nos problèmes. Et les gens sont tous là en train de répéter, même les Occidentaux aujourd'hui, ils ne disent plus que la Chine est une dictature. Parce que même la Suisse où nous sommes, les nationalistes suisses qui sont majoritaires, le parti Union démocratique du centre, UDC, même fait maintenant allusion à la gestion du coronavirus par la Chine comme un modèle à suivre. Si nous ne nous départissons pas des fausses analyses, si nous ne nous départissons pas de la lorgnette, du prisme que les Occidentaux nous ont fourni pour que nous lisions le monde au travers de ce qu'ils nous disent, eh bien nous avons tort. C'est-à-dire que la Chine a fait ce que les Africains doivent faire. La Chine a montré la voie. La Chine par sa lutte de libération et sa reconstruction et son affirmation aujourd'hui sur la scène internationale montre la voie aux Africains. C'est la seule voie et c'est cette voie-là que nous promouvons depuis des années. La Chine est un modèle pour les peuples dominés parce que la Chine a mené d'abord une lutte de libération. Elle ne s'est pas contentée de pleurnicher. Elle ne s'est pas contentée d'aller chercher de l'aide de qui que ce soit. Elle ne s'est pas contentée d'aller copier les autres en voulant imiter les autres. La Chine n'a pas cherché à plaire à ses dominateurs. La Chine n'a pas cherché à copier la religion de ses dominateurs. La Chine n'a pas cherché à imiter ses dominateurs. Les Chinois ont pris leurs responsabilités devant l'histoire. Et aujourd'hui, ces pays-là qui les dominaient hier se mettent à genoux aujourd'hui pour les supplier, pour leur demander de leur fabriquer des masques. Voilà le cheminement historique d'un grand peuple et d'un grand pays. C'est pour ça que nous nous baissons. Nous nous baissons 3 fois. Nous nous baissons encore une fois devant la Chine. Nous nous baissons devant la Chine parce que ce pays, c'est un grand pays. Ce peuple a montré au monde entier ce que les peuples dominés doivent faire pour s'en sortir. Il ne s'agit pas de pleurnicher. Il ne s'agit pas de dire que les gens sont racistes vis-à-vis de nous, qui veulent nous vacciner, ou bien ceci ou cela. Nous n'avons pas besoin de dire que les Occidentaux planifient notre mort. On le sait, ce sont des constantes de l'histoire. Ça, on le sait déjà. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de discourir trop longtemps sur ce que c'est que les Occidentaux et leur culture d'assassinat, de rapine, leur culture de rapine, de vol, de massacre des autres peuples. Non. Si un peuple se donne,
Si un peuple offre sa tête, les Occidentaux sont prêts à la lui couper et à la lui arracher. C'est tout. C'est ça le monde. C'est pour ça que les Chinois, ayant compris ça, ne se sont pas contentés de pleurnicher. Les Chinois n'ont pas cherché des solutions faciles. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont repris en main leur pays et ils l'ont reconstruit. Et aujourd'hui, les résultats sont devant nous. C'est ça la grande leçon que les Africains doivent tirer de l'expérience chinoise. Au lieu d'être là, à dire encore une fois que la Chine n'est pas une démocratie. Si la Chine n'est pas une démocratie, ce sont les pays africains qui sont des démocraties. Si la Chine n'est pas une démocratie, qu'est-ce que vous appelez démocratie? Voilà un peuple qui a résolu ses problèmes intérieurs, qui est en train de confirmer sa puissance sur la scène internationale, et les gens sont encore là à nous dire que ce n'est pas une démocratie. Qu'est-ce que vous appelez démocratie? C'est les élections frauduleuses en Afrique, ponctuées de massacres de population, ou bien ce sont les élections formelles en Occident, où le peuple change de dirigeants pour que rien ne change. C'est ça qui est la démocratie. Et ceux qui ont compris ce système-là, propagandiste en Occident, ceux qui, parmi les Occidentaux, ont compris l'escroquerie que constitue la démocratie formelle, cherchent justement aujourd'hui à sortir de ce système. Et c'est là que les Africains veulent s'en emparer. C'est-à-dire que ce que les Occidentaux, qui ont découvert la perversion de leur propre système, ont jeté, c'est ça que les Africains veulent récupérer. C'est ça qu'un certain nombre d'Africains récupèrent jalousement, s'en emparent jalousement, pour dire oui, voilà, c'est ça la démocratie. Non, mes amis, il faut à un moment donné qu'on devienne sérieux et qu'on apprenne de l'histoire et qu'on observe ce que c'est que la réalité de la scène internationale et ce que c'est qu'un pays puissant, un pays capable de résoudre ses problèmes, un pays qui peut imposer sa volonté aux autres. Si nous ne comprenons pas ces constances et ces ruptures de l'histoire, ça veut dire que nous observons le monde sans rien y comprendre. Voilà. Et c'est ce que les Africains font depuis des années. C'est-à-dire que nous regardons le monde sans rien y apprendre. Nous n'apprenons rien sur la scène internationale. Nous ne regardons pas ce que les peuples dominés ont fait pour s'en sortir. Ça veut dire que nous avons les yeux pour ne pas voir, les oreilles pour ne pas entendre, et nous ne comprenons absolument rien de l'histoire. Et pourtant, les Chinois viennent d'administrer une leçon magistrale à l'ensemble des peuples dominés. Ça ne sert à rien d'être là à nous dire qu'il n'y a pas de liberté, machin, il y a ceci, cela, que la Chine est une dictature. Ça, c'est la propagande occidentale. Aujourd'hui, je vous dis que la Chine a résolu ses problèmes intérieurs. Elle a assumé ses responsabilités. Et face au coronavirus, les Chinois ont pris leurs responsabilités, ont résolu ce problème-là et ses conséquences sans attendre quoi que ce soit, ni de l'OMS, ni des Occidentaux, ni des Américains, ni des Européens, ni de qui que ce soit. Ils n'ont pas attendu le FMI, la Banque mondiale, pour affronter le coronavirus et le résoudre comme problème, comme défi qui s'est imposé à eux. Non seulement la Chine a fait ça, mais aussi aujourd'hui la Chine exporte son expertise en matière de résolution du problème de coronavirus sur la scène internationale, et la Chine ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la Chine démontre à merveille quelle est la puissance industrielle qui compte sur la scène internationale, parce que les Occidentaux sont à genoux devant les Chinois pour les supplier pour qu'ils leur fabriquent des appareils et des masques. C'est ça la réalité. Il n'y a que ça qui compte sur la scène internationale, c'est la puissance et la capacité à résoudre ces problèmes de sorte à se mettre à l'abri définitivement de toute domination et de toute influence étrangère. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Si nous n'avons pas compris ça, eh bien nous allons rester là à raconter des histoires, à dormir debout, genre la Chine n'est pas une démocratie et autres. C'est pas ça la question. Je dis que les Chinois ont résolu leurs problèmes intérieurs. Et aujourd'hui, s'affirment sur la scène internationale, définitivement, sans tirer un seul coup de feu. Alors, les Chinois ont mis à genoux les économies, les puissances occidentales en démontrant que la Chine est l'usine qui fabrique les choses dont les Occidentaux ont besoin. Et coronavirus le démontre à merveille. Tous les pays sont à genoux aujourd'hui devant la puissance chinoise pour la supplier, pour que la Chine leur fabrique des masques. Voilà la réalité. Et c'est ça qui compte.
Et quelle fierté les Chinois ne peuvent pas tirer de cette situation. Voilà un pays, voilà un peuple qui est debout. Et pendant ce temps, nous, encore une fois en Afrique, on pleurniche, on dit qu'on veut nous vacciner, que les Occidentaux ont monté un complot contre nous, qu'ils veulent venir nous vacciner. Et c'est ça qui tient le haut du pavé aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire que le débat, c'est on veut nous vacciner, nous on dit non, donc on ne veut pas. Et tout ce que nous trouvons à faire en ce moment, c'est le débat sur le vaccin ou pas, quoi. Ça montre vraiment le niveau auquel nous sommes. Et c'est désolant, c'est ridicule. C'est ridicule. Les Chinois n'ont pas besoin de faire tout ça. Ils ont affronté leur problème, ils l'ont résolu. Bill Gates n'était pas allé dire aux Chinois qu'il va venir les tester. Voilà. Personne ne peut aller dire aux Chinois qu'on va venir tester un vaccin sur le peuple chinois. Non, non. Parce que ce pays s'est organisé intérieurement, a résolu ses problèmes. Et c'est ça que je dis. C'est-à-dire que ce que nous voyons là aujourd'hui en Chine, ça ne date pas. Ce n'est pas quelque chose qui est réalisé depuis les dernières 24 heures. Non, ce n'est pas la magie, ce n'est pas en claquant les doigts que les Chinois ont fait ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est que les Chinois ont pris la mesure de la domination étrangère qui s'exerçait sur eux depuis de longue date. Et les Chinois ont combattu. Au bout de 3 siècles, quasiment 3 siècles de lutte, les Chinois ont abouti en 1948-49 à renverser les pouvoirs fantoches qui étaient placés à leur tête par les Occidentaux. Et c'est là que la Renaissance chinoise a commencé. Et cette Renaissance chinoise, elle n'a pas été faite avec un désordre. Non! Les Chinois étant très intelligents et avertis de l'histoire, sachant très bien que les Occidentaux vont toujours chercher à monter ce qu'ils appellent toujours une opposition démocratique dans le pays, les Chinois ont réprimé tout ça. Le pouvoir communiste chinois a réprimé, a étouffé et a mis en garde tous ceux qui seraient tentés de faire alliance, d'être séduits par les Occidentaux et leur propagande. Les Chinois les ont mis en garde. Ils ont maîtrisé le pays, ils ont maîtrisé le peuple. Ils lui ont montré que ce peuple doit avoir une haine raisonnée contre les Occidentaux sans se déclarer ennemi mortel des peuples occidentaux. Parce que les Chinois ont appris à leur peuple à faire la distinction entre la classe dirigeante occidentale, impérialiste, capitaliste et tout ça, portée par l'avarice et la quête permanente de l'argent et de la puissance, par la culture du vol, de l'attaque des autres, en allant piller leurs richesses et tout ça. Les Chinois ont averti leur peuple contre ça et ont mis en garde qui que ce soit qui serait tenté de faire une quelconque alliance avec les Occidentaux pour soi-disant apporter la démocratie en faisant le désordre dans le pays. Les Chinois étaient très avertis de la façon dont les Occidentaux fonctionnent en ayant ce qu'on appelle le troisième homme dans le pays. Donc, les Chinois ont maîtrisé le peuple, ils ont réprimé tous ceux qui étaient tentés d'aller vers les Occidentaux de nouveau, et ils ont fait des réformes titanesques. Ils ont d'abord formé une élite nouvelle en cassant l'école coloniale qui était établie dans le pays, ce qu'on appelait la révolution culturelle. Mao et ses camarades ont détruit totalement l'école coloniale pour reconstruire une nouvelle école dans le pays. Mais surtout, Mao et ses camarades ont interdit les religions chrétiennes. Ils ont interdit toutes sortes de religions dans le pays. Ils ont ramené les Chinois dans le lit de leur culture ancestrale pour que les Chinois découvrent ce que c'est que l'identité de la Chine ancestrale. C'est au bout de ça que les Chinois ont pu moderniser leur pays. Donc si les Africains sont assis là, sous le Nîmes, sous le baobab, sous le capoquier, en train de jouer au ludo et au sipa, en croyant qu'il y aura quelqu'un qui viendra les sauver et leur montrer la voie du salut, ils se trompent. Et les Chinois ont démontré de manière magistrale ce que c'est qu'un peuple qui a décidé de s'en sortir et de résoudre ses problèmes. C'est ça la grande histoire que nous devons retenir de ce que la Chine a fait. Et c'est ça que le Mortra ne cesse d'enseigner depuis des années. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autre solution à part un soulèvement populaire qui va balayer les pouvoirs fantoches dictatoriaux, les satrapes
que les Occidentaux et même aujourd'hui les Chinois encouragent en Afrique. Parce que c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui, elle est une puissance, donc sa volonté s'exerce aussi en Afrique, ce qui est normal. Donc si nous on est assis là, puis qu'on ne comprend rien du processus historique qui permet aux peuples dominés d'aller de leur domination à leur renaissance, à leur grandeur, eh bien, nous n'avons rien compris sur ce que c'est que l'histoire. C'est que nous n'avons rien compris. Et personne n'aura pitié de nous. C'est-à-dire que nous serons toujours des cobayes des autres. Nous avons beau crier sur Facebook et tout ça, que nous ne sommes pas les cobayes des Occidentaux et tout ça. Ça n'enlève pas la réalité suivant laquelle nous sommes en réalité des cobayes. Parce que si nous disons que nous ne sommes pas des cobayes, la réalité c'est que nous le sommes. Nous pouvons avoir beau crier. Nous pouvons avoir beau nier ça. Nous pouvons avoir beau dire que nous sommes l'esclave de personne. Eh bien, nous sommes des esclaves de toutes les puissances de ce monde. C'est ça la réalité. Ce n'est pas une proclamation. Les pays qui agissent sur la scène internationale n'ont pas besoin de proclamer qu'ils sont des grandes puissances. La Chine aujourd'hui n'a pas besoin de proclamer qu'elle est une grande puissance. Elle s'affirme tout simplement. C'est-à-dire qu'elle a acquis la capacité de résoudre ses problèmes à l'intérieur sans avoir recours à qui que ce soit. Et les Chinois viennent de le démontrer avec le coronavirus. Ils ont résolu ce problème eux-mêmes, à l'intérieur, avec leur propre capacité, leur propre force, parce qu'ils sont organisés. Et cette organisation, ça vient de loin. Les Chinois ont travaillé pour le faire, parce que ce pays a tiré les leçons de l'histoire et s'est dit plus jamais, notre pays ne peut plus, ne doit plus jamais être l'esclave de qui que ce soit. C'est tout. Et aujourd'hui, on le voit. La Chine s'impose sur la scène internationale. Elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de parler. Elle n'a pas besoin d'aller dire, d'inventer des flyers, des photos en disant on n'est pas des cobayes, hashtag on n'est pas des cobayes, on n'est pas ceci, cela. Les Chinois n'ont pas besoin de faire ça. Les Chinois n'ont pas besoin de faire des hashtags on n'est pas des cobayes. Non, non. Ils ont résolu leurs problèmes, ils s'affirment. Leurs actes parlent pour eux. Voilà. C'est-à-dire que Bill Gates et autres et tous ces voyous-là ne peuvent pas se présenter en Chine et dire on veut expérimenter un vaccin sur vous. Non, non. Aucun médecin, quel qu'il soit en Occident, ne peut dire sur une télévision, on va aller tester notre vaccin sur les Chinois. Non. Il y a encore quelques années, il y a encore 50 ans, les Occidentaux pouvaient le faire. Les Occidentaux pouvaient dire ce qu'ils disent là aujourd'hui sur l'Afrique. Ce médecin soi-disant qui dit qu'il faut aller tester, je ne sais pas, un certain Mira qui a dit qu'il faut aller tester le vaccin sur les Africains. Il y a encore 50 ans, ils pouvaient dire ça sur les Chinois. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le dire. Et les Chinois n'ont pas besoin de s'agiter sur Facebook ou sur WhatsApp pour ça. Non, non. Les Chinois sont assis là, ils regardent simplement. Personne ne peut venir dire qu'on va aller vacciner les Chinois. Non. Voyez? Donc, si nous, les gens peuvent encore dire ça sur nous, depuis les plateaux de télé françaises, c'est que nous sommes effectivement encore dans l'état de cobaye, justement. C'est-à-dire que nous ne sommes rien. Et c'est ça la vérité. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de cet état-là et commencer un travail d'organisation pour affronter les dictateurs africains qui nous ont mis dans cette situation. Voilà, les dictateurs africains qui sont la continuité du gouvernement colonial, ce sont ces gens-là qui sont le vrai danger pour notre peuple. Ce n'est pas un coronavirus. Et ce ne sont pas ceux qui disent depuis des plateaux télé en France qui veulent aller vacciner les Africains, qui sont nos ennemis. Non, non. Si nous ne sommes pas affaiblis, si nous n'étions pas des colonies maintenues par des dictateurs africains, des satrapes africains, des tyrans, des petits tyrans, sans cervelle, sans amour pour notre peuple, sans comprendre toutes les douleurs de notre peuple et que il est de leur intérêt de travailler absolument pour affranchir notre peuple, l'aider. Eh bien, ce sont ces gens-là, ce sont les dictateurs africains, ce sont les petits satrapes africains qui sont nos problèmes. Et non ceux qui disent qu'ils veulent aller vacciner et aller tester des vaccins sur les Africains. Voilà la réalité. Parce que notre faiblesse donne toutes les armes à tous nos ennemis pour qu'ils nous abattent. Et ça, ce n'est même pas quelque chose d'étonnant. Parce que
Tous les vaccins qu'on a en Afrique, les vaccins là n'existent même plus dans les pays européens, mais nous on en a. On nous vaccine toujours. Les armes bactériologiques, biologiques qui ont été formées en Afrique du Sud contre le peuple noir, les armes qu'ont développées les scientifiques du pouvoir de l'apartheid, dirigés par le docteur Wouter Basson. Quels sont les pays qui ont coopéré à ça? Ce sont les pays occidentaux, l'Angleterre, la France, la Suisse, Israël, les États-Unis d'Amérique, l'Australie, la Belgique, qui ont donné l'assistance technique au pouvoir de l'apartheid pour développer des armes biologiques pour éliminer les Noirs en Afrique du Sud et prendre leur terre, définitivement. Voyez? Donc, c'est ça. Et l'Afrique est soumise à ça depuis des siècles, des siècles. Le programme colonial, c'est ça. C'est l'extermination des Africains. C'est conduire des expériences sur les Africains. Créer de nouveaux êtres en Afrique. Et c'est ce que les Occidentaux, les colons eux-mêmes disent, qu'ils veulent faire des enfants en Afrique. C'est-à-dire créer un nouveau peuple en Afrique. Et ces gens-là, ils sont arrivés. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, pour communiquer avec vous, quelle langue je parle? Je parle la langue des Français. Et ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas une donnée sans conséquence. Ce sont là les réalités qui sont les nôtres. Et il faut voir ces réalités dans leur gravité. Au lieu d'être dans des proclamations inutiles, dans des proclamations bruyantes, dans du bruit pour rien, comme des tonneaux vides, déclarant à qui veut l'entendre que nous sommes l'esclave de personne, nous ne sommes pas des cobayes de qui que ce soit, nous refusons ceci, cela, nous sommes ceci, cela, alors que nous ne sommes rien du tout sur la scène internationale parce que nous n'avons pas encore résolu nos problèmes intérieurs, parce que nous n'avons pas encore affronté les dictateurs qui sont placés à la tête de nos colonies et qui maintiennent le système colonial en place. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons tout proclamer. Ce n'est pas le problème de ce médecin au Congo qui a dit que le Congo acceptait le vaccin. Non, non, c'est pas lui qui a le problème. Ce gars-là, il est simplement une victime du système, comme nous autres, comme nous tous. Ces gars ne peuvent rien faire parce que l'Afrique est encore maintenue au stade de la colonisation. C'est pour ça que les élites, soi-disant dirigeantes en Afrique, sont des sous-hommes. Et ces gens vont toujours accepter des solutions de merde, qu'ils le disent publiquement ou pas, comme ce médecin congolais qui a dit que le Congo-Zaïre a accepté le test de ce vaccin à titre d'expérimentation. Non, encore, non, à un moment donné, il faut qu'on commence par à devenir sérieux. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quelques commentaires. Alors, quelqu'un me dit, tous les Chinois ne se sont pas mis d'accord pour avancer. La Chine a avancé avec le pouvoir qui dominait. Tous les Africains n'ont pas besoin de comprendre qu'il y a un changement. Bien sûr, ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que tous les Africains doivent comprendre. Mais je dis simplement, je suis en train d'expliquer le cheminement chinois. Comment les Chinois ont fait pour résoudre leurs problèmes et aujourd'hui, comment ils font pour s'affirmer sur la scène internationale. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est de montrer au travers de cette démonstration historique le pourquoi de notre combat, le pourquoi le Moltra existe, le pourquoi le Moltra continue de marteler qu'il faut un soulèvement populaire sous forme d'un tsunami populaire en Afrique pour balayer les enclos coloniaux et leurs dirigeants. Parce que c'est la condition sine qua non pour résoudre nos problèmes intérieurs. C'est ça que je suis en train de démontrer. Je ne dis pas que les Chinois ont fait l'unanimité autour de ce projet de renaissance. Pas du tout, pas du tout. J'ai dit que une partie des Chinois réunis autour de Chiang Kai-shek et tout ça combattaient justement le pouvoir, les Mao et ses camarades, les Tute et Lili Sang et tout ça. Voilà. Mais les nationalistes, les patriotes chinois se sont affirmés. Ils ont imposé une vision et ils l'ont réalisé. Aujourd'hui, le peuple chinois en est le grand bénéficiaire. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les Chinois sont fiers d'être Chinois. Ils ont résolu leurs problèmes intérieurs. Et ils s'affirment sur la scène internationale. C'est ça la réalité. C'est ça qui compte. Tout le reste, ce ne sont que des histoires et de la digression. Tout le reste là, qui est à côté là, ce sont des histoires
parce que ces pays ne sont pas évalués à l'aune de leur gentillesse ou de je ne sais quoi. Non, non, les pays s'affirment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les pays ont acquis la capacité de résoudre leurs problèmes intérieurs, c'est-à-dire qu'ils ont acquis la force à l'intérieur de leurs frontières, eh bien ces pays-là peuvent décoller et sont promis à la puissance sur la scène internationale. Voyez, je n'ai pas dit que les Chinois avaient fait l'unanimité. Hein? Non, non, loin de là. Le combat de libération est un combat qui clive. Parce qu'il y a ceux qui défendent le système et les petits avantages et les petits privilèges que le maître leur accorde. C'est le cas en Afrique avec les dictateurs africains et leurs cohortes de loupards et de clients qui les suivent et qui les louent. Alors que ces gens sont la racaille humaine, ce sont des déchets humains. Ces gens, les dictateurs africains et leurs coups sont des déchets humains. Ce sont des fabrications, ce sont des carcasses humaines montées de toutes pièces par les colonisateurs eux-mêmes. Et c'est ça qu'un certain nombre d'Africains adorent, en disant le chef de l'État, le président de la République, le chef de l'État, le chef du gouvernement. Quel gouvernement? Quel gouvernement de quoi? C'est ces gens-là, ces épaves humaines, c'est ça qu'est le gouvernement en Afrique. Ces gens qui n'ont jamais résolu quelque problème que ce soit. C'est ça qu'on appelle des gouverneurs, des dirigeants en Afrique. On dit nos dirigeants. Mais quand on entend même certains Africains dire nos dirigeants, vous appelez ça nos dirigeants? Ces épaves-là, nos dirigeants, c'est avec ça que l'Afrique va pouvoir affronter les défis qui sont les siens, résoudre les problèmes intérieurs qui sont les siens et s'affirmer sur la scène internationale? Non. Donc oui, le combat pour la libération et la renaissance d'un pays ou d'un peuple est un combat difficile. C'est un combat clivant. C'est un combat qui nécessite de l'endurance parce qu'il y a des forces internes et intérieures qui vont s'opposer à la renaissance de notre pays parce que eux, ils sont contents de la servitude de nos peuples. Parce que de la servitude de nos peuples, eux, ils tirent de petits privilèges des prébendes. Voilà. Parce que ces gens-là, ce sont des régisseurs coloniaux. Ce sont des métayers. Voilà. Et les métayers, ils sont contents. Parce que quand ils, au bout de l'exercice annuel, ben, ils font le compte à leur maître et le maître partage le butin en 3 parties. Ils prennent une part et le maître prend les 2 tiers. Et là, ils sont contents. C'est ça le rôle du métayer. Tous ceux qui connaissent le système du métayage savent de quoi je parle. C'est ce que sont les dirigeants africains, soi-disant. Et donc, avec ces gens-là, l'Afrique est promise à l'enfer. Voilà, l'Afrique est promise à l'enfer dans les bras de ces gens-là. Tant que ces gens-là seront là, les Africains n'iront nulle part. Nous serons des cobayes. L'Afrique sera toujours un champ d'expérimentation à ciel ouvert pour tous les peuples. Aujourd'hui, les Chinois aussi font leurs expériences en Afrique. Les Japonais font leurs expériences en Afrique. Toutes les bases militaires viennent se faire construire en Afrique. Les Indiens, les Brésiliens, les Turcs, les Russes, tout le monde fait son expérience en Afrique. L'Afrique est un champ d'expérimentation à ciel ouvert. Si les Africains nient ça, c'est qu'ils nient leur propre devoir. C'est-à-dire que les Africains ne doivent pas nier cet État. Il faut dire oui, nous sommes des cobayes. Et justement parce que nous sommes des cobayes, que nous ne voulons plus l'être. Nous ne voulons plus l'être. Et que c'est justement parce que nous sommes des cobayes que nous révoltons contre cet État. Et voilà pourquoi nous avons besoin de nous organiser, de nous mobiliser contre ces épaves humaines qu'on appelle les dirigeants africains. C'est le raisonnement que nous devons avoir et non être dans la négation et dans le déni, en déniant le statut qui est le nôtre dans cette société humaine. Il ne faut pas nier ça. Il ne faut pas nier que nous soyons des cobayes pour ces gens-là. Nous le sommes, oui, mais nous refusons de l'être. Et comme nous refusons de l'être, nous entendons nous mobiliser pour lutter contre ça. Voilà la réalité. C'est ça qu'il faut dire. Et non être dans le déni. Dans un déni délirant. Voilà. Dans un déni délirant. Dans une sorte de fierté mal placée des gens défaits. Des vaincus. Qui refusent d'admettre leur état de vaincu. Parce que ce n'est qu'en prenant conscience de notre état de vaincu, de cobaye,
que nous pouvons nous lever contre ce statut-là. Parce que ce n'est pas ça notre peuple. Notre peuple, c'est un grand peuple. Mais ce peuple est défait, il est endormi, il est plongé dans un coma artificiel. Il faut l'accepter ça. Accepter ça, c'est prendre conscience de notre état et de nous dire que nous n'allons plus accepter ça. Mais être dans le déni, s'afficher gaillardement sur Facebook pour dire ne sommes pas des cobayes, ne sommes pas des cobayes, on n'est pas des cobayes, comme pour montrer à quelqu'un que nous aussi nous comptions pour quelque chose, eh bien nous avons tout faux. Ce n'est pas en niant les mots que nous les faisons disparaître. Voilà. Les mots, il faut commencer par les admettre. Il faut commencer par les admettre pour leur prescrire les solutions adéquates qu'il faut. Ce n'est pas en niant notre état d'esclaves et de cobayes pour les autres peuples que nous apportons quelques solutions que ce soit. Ça, c'est la fierté mal placée d'un peuple démis, d'un peuple défait. Affirmer que nous ne sommes pas des cobayes pour qui que ce soit, ça, c'est la fierté mal placée d'un peuple défait et démis, qui ne veut pas assumer ses responsabilités, qui ne veut pas admettre ce qui lui est arrivé pour essayer de mettre les moyens en œuvre pour se relever. C'est ça, la stratégie de communication que nous devons adopter. La stratégie de communication que nous devons adopter doit être une stratégie révolutionnaire. Nous devons adopter une stratégie révolutionnaire de communication. Ça veut dire que nous devons accepter dans la douleur l'état de défaite. Nous devons admettre notre état de déliquescence. Ce n'est que comme ça que nous serons en colère. Si nous refusons d'admettre l'état de soumission dans lequel nous sommes dans le déni et nous n'apportons aucune solution. Bien sûr que la Chine n'est pas quelque chose que nous idéalisons. Nous sommes tout à fait lucides là-dessus. S'il y a des gens qui sont critiques sur tous les systèmes de ce monde, c'est bien nous, parce que nous nous sommes documentés. Nous avons lu. Et nous savons quelles sont les failles et les faiblesses du système chinois. Nous n'idéalisons personne. Nous disons simplement les choses telles qu'elles sont. Notre stratégie doit être une stratégie de communication révolutionnaire. C'est-à-dire que nous devons accepter l'état de déliquescence et de décrépitude dans lequel nous sommes pour pouvoir nous relever. C'est ça que je dis. Et je dis ça en faisant une analyse comparative de ce que le peuple chinois, confronté à la domination, confronté à des élites corrompues, à des voyous, à des criminels qui leur ont été imposés de l'extérieur, ont fait pour se redresser. Et aujourd'hui, nous le voyons tous. La Chine, encore une fois, est un grand peuple devant lequel nous autres, nous baissons la tête. C'est-à-dire, nous disons bravo à ce grand peuple. Parce que ce grand peuple a résolu, a apporté à l'humanité une réponse qui ferme la gueule définitivement à ceux qui les ont dominés hier. Aujourd'hui, les Occidentaux sont à genoux devant les Chinois pour les supplier, non seulement de leur apporter de l'argent, mais aussi de fabriquer les machines, les masques et tout ça pour eux. La Chine s'impose sur la scène internationale. Elle apporte son expertise partout. Et les Africains eux-mêmes ne sont rien. Aujourd'hui, si la Chine n'était pas là, c'est la Chine qui construit tout dans nos pays. Quand je dis construit tout, c'est une manière de dire les choses. C'est-à-dire que la Chine est en train de coloniser l'Afrique à la suite des Occidentaux. Et elle a tout à fait le droit de le faire. Voilà. Parce que nous sommes dans un état de faiblesse totale. Donc, il n'y a pas de morale sur la scène internationale. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'humanisme sur la scène internationale. Chaque pays veille à ses intérêts. Et quand les loups se promènent, les agneaux qui se présentent sont des proies naturelles pour les loups. C'est tout. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question de morale ni de justice ou de tout ce que nous voulons là. Les principes moraux sur lesquels nous fondons la vie internationale, ça n'existe que dans nos esprits d'Africains. C'est que nous n'avons pas encore compris les leçons de l'histoire. Nous regardons le monde sans comprendre comment les peuples se sont pris pour partir de leur niveau de peuple enchaîné, dominé, humilié, au stade supérieur de la grandeur et de la puissance. Et c'est ça qui nous intéresse au Moltra. C'est ça qui nous intéresse au Moltra. C'est pour ça que nous parlons de ce que les Chinois ont fait. C'est-à-dire que les Chinois ont fait un travail énorme en faisant une révolution populaire
qui a détruit les bases de la soumission à l'étranger en anéantissant les hommes fantoches que l'étranger a placés à leur tête, les seigneurs de guerre, les voyous qui martyrisaient le peuple chinois. Et ce n'est qu'au bout de ce premier exercice de révolution que les Chinois ont maintenant monté un plan de renaissance de leur pays en détruisant complètement l'école coloniale et les religions pour redonner une identité africaine, une identité chinoise à leur peuple, pour maintenant les lancer vers l'avenir. Et c'est ça, ce schéma-là, il existe en Afrique. C'est-à-dire que les gens comme Nkrumah, les Cheikh Anta Diop nous ont montré cette voie-là. Et c'est dans cette voie-là que nous autres, le Moltra, nous nous alignons. C'est-à-dire que nous sommes des descendants d'Nkrumah, de Padmore, de Shaka Zulu, de Lumumba. Nous sommes des descendants, nous sommes des héritiers de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a tracé cette voie-là. Les Nkrumah ont tracé cette voie-là. Les Samori Touré ont tracé cette voie-là. Les Thomas Sankara ont tracé cette voie-là. Les Patrice Lumumba nous ont montré cette voie-là. Mais la condition pour que ce que ses prédécesseurs nous ont montré comme la voie de salut pour l'Afrique puisse être une réalité, la condition, c'est que nous devons absolument battre les dictateurs africains, c'est-à-dire détruire le visage d'autrui en Afrique. Si nous ne détruisons pas les enclos coloniaux et leurs dirigeants, nous n'avons rien compris. Et c'est ça que les Chinois ont fait. C'est-à-dire que les Chinois ont d'abord détruit les bases de la domination étrangère dans leur pays. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord détruit l'État colonial, c'est-à-dire que les frontières internes coloniales que les pays étrangers ont établies avec des chefs de guerre, des seigneurs de guerre, des voyous, des criminels, exactement comme les dictateurs africains. C'est ça que les Chinois ont d'abord détruit. C'est ça qui a permis aux Chinois aujourd'hui d'être ce qu'ils sont sur la scène internationale. Donc si nous ne comprenons pas ça, c'est que nous n'avons rien compris. Et ça, nous ne pouvons le comprendre que si nous acceptons notre état de peuple dominé, de peuple humilié, de peuple cobaye pour les autres. Et dire qu'on accepte ça, ne veut pas dire qu'on l'accepte pour l'adopter. C'est de l'accepter pour se révolter contre. C'est-à-dire que nous devons faire une analyse révolutionnaire en disant que oui, nous sommes un peuple dominé aujourd'hui, nous sommes un peuple cobaye, nous sommes un peuple humilié. Tout le monde peut, d'un plateau de télévision en France, aux États-Unis, en Suisse, partout, nous humilier en disant que les Africains sont des cobayes sur lesquels il faut aller tester un vaccin, alors que les Occidentaux eux-mêmes ne le font pas. Ces gens-là peuvent se permettre ça, tout simplement parce que les ferments, le terreau fertile sur lequel ces idées-là peuvent prospérer, sont existants en Afrique. C'est-à-dire que le terreau fertile existe en Afrique. Il y a un réceptacle en Afrique pour ce type d'idées. C'est pour ça que si nous voulons neutraliser la domination ou le mépris de l'étranger envers nous, nous devons nous attaquer aux enclos coloniaux africains et à leurs dirigeants. D'abord, c'est la condition sine qua non. Si nous ne faisons pas ça, nous n'avons rien compris du tout. Donc, il y a une voie. Et cette voie-là, ce n'est pas le Moltra qui la montre. Je disais qu'il y a les Cheikh Anta Diop qui ont montré cette voie-là. Il y a nos ancêtres, les Shaka Zulu, les Samori Touré, qui ont montré cette voie-là. Il y a leurs descendants, les Nkrumah, les Olympio, les Lumumba, qui ont montré cette voie-là. Il y a les contemporains, comme les Thomas Sankara, qui ont montré cette voie-là. La voie de la Renaissance africaine existe. Mais pour transformer cette voie-là en une réalité concrète, il faut absolument qu'on détruise les bases de la domination étrangère en Afrique. Ce qui fait que notre peuple est exposé de manière permanente. Ce qui fait que notre peuple ne résoudra aucun de ces problèmes. Ce qui fait que les Africains seront toujours dans leur état de cobaye. Regardez aujourd'hui. Les dictateurs africains, un certain nombre de dictateurs africains sont en train de combattre le coronavirus par des couvre-feux. Par des couvre-feux militaires. Par exemple, au Togo, de 20h à 6h,
du matin, personne n'a le droit de sortir. Et si quelqu'un sort, les militaires, les soldats, les bidas l'attrapent, le frappent, le martyrisent, le torturent. Le combat contre le coronavirus est devenu un moment de torture et de coups et blessures volontairement administrés aux populations. Des populations à qui on n'apporte aucune solution médicale, sanitaire. Qu'est-ce qu'on leur apporte comme solution au coronavirus? Des coups de fouet, des coups de bâton, des blessures. Comme si le coronavirus ne sortait que de 20h à 6h du matin et que à partir de 6h du matin jusqu'à 20h, le coronavirus allait s'endormir. Le coronavirus se repose. De 6h à 20h, le coronavirus se repose en Afrique et ne sort que de 20h à 6h du matin. Voilà les gens que nous avons comme dirigeants. Au lieu de créer des infrastructures médicales, d'apporter des réponses sociales, d'apporter des réponses économiques aux défis que pose le coronavirus au peuple, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils ont transformé le coronavirus en une arme politique contre notre peuple, à qui ils administrent des coups et blessures en disant que de 20h à 6h, personne n'a le droit de sortir parce que c'est de 20h à 6h que le coronavirus sort de son lit. Voilà, le coronavirus ne sort de son lit qu'à partir de 20h. Donc toute la journée, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent être dans tout le bordel possible, sans rien respecter. Par contre, de 20h à 6h, tout le monde doit être au lit parce que le coronavirus, c'est une maladie nocturne. Le coronavirus est un noctambule. Voilà, c'est comme ça que les dictateurs africains et leurs soi-disant experts conçoivent les choses. Et vous voulez qu'avec des gens comme ça, l'Afrique ait un avenir? Non, l'Afrique n'a pas d'avenir avec ces gens-là. L'Afrique est en train de finir au cimetière. Contrairement à ce que les gens disent. Oui, on a déjà affronté plein de problèmes, nous sommes tous là, nous, il n'y a rien, on s'en fout. Non, non, on nous a esclavagisés, on n'a pas disparu. On nous a colonisés, on n'a pas disparu. On nous a dit que le sida va venir, mais tout ça, ça ne nous a pas tués. Donc, nous, on a déjà affronté plein de problèmes. Donc, ce n'est pas le petit coronavirus qu'on va craindre. C'est comme ça qu'on pense. Ça veut dire que nous sommes tétanisés par les mots. L'Africain ne ressent plus rien. C'est-à-dire que nous sommes un peuple sinistré. Nous sommes sinistrés. Nous avons vécu avec des douleurs énormes. Donc, ce n'est pas... Les gens, ouais, voilà, c'est pas un coronavirus, on s'en fout, ouais, mais voilà notre peuple, non, mais voilà, non. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que nous, on a déjà subi des choses. Donc, non, on nous a parlé d'Ebola, tout ça. Non, ça ne nous a pas tués. Nous sommes un peuple résistant. Naturellement, nous sommes... En oubliant que nous sommes en train de mourir. La mort d'un peuple ne signifie pas forcément sa disparition, son extinction. Hein. Non, la mort d'un peuple, c'est quand ce peuple se rapetit au fur et à mesure que sa démographie se multiplie. Voyez, ce n'est pas parce que nous sommes 1 milliard et plus aujourd'hui que nous valons quelque chose. Non, non, l'Afrique vaut quelque chose. Comme marché, la terre africaine compte dans l'économie mondiale, oui, parce que la terre ne nous appartient pas. Notre peuple a été toujours le serviteur des autres peuples depuis 3000 ans maintenant. Notre peuple sert les autres peuples. Notre peuple ne résout plus ses problèmes. Notre peuple a appris à vivre avec l'odeur de la mort. On ne ressent plus rien. Nous sommes tombés au marché. Nous n'avons plus honte. Et c'est d'ailleurs ce que disent les gens. Sous prétexte de panafricanisme, les gens disent effectivement, non, nous on a déjà vécu tout ça, on est déjà mort plusieurs fois. Mais on est toujours là. On est toujours là, parce que rien ne nous effraie. Non, nous, rien ne nous effraie. C'est comme ça que nous raisonnons pour devenir une grande puissance demain. C'est comme ça que nous allons reconstruire notre peuple. C'est comme ça que nous allons reprendre la maîtrise physique de notre espace pour le reconstruire. C'est comme ça que nous comprenons que c'est la géographie qui fait l'histoire et non l'inverse.
C'est la géographie qui fait l'histoire et non l'inverse. C'est-à-dire que c'est la capacité et l'influence qu'exerce un peuple sur son sol qui fait de ce peuple-là un sujet de l'histoire et non un objet. Si nous avons perdu notre géographie, comme c'est le cas, et que nous nous glorifions de survivre à toutes les servitudes qui nous ont été imposées jusqu'ici, en disant que nous avons triomphé de tout ça sans rien faire, a dit que là, les Africains, nous sommes devenus un peuple qui réalise des miracles au fur et à mesure que l'histoire avance. Sans résoudre aucun de nos problèmes, nous sommes toujours là. Tout en oubliant que nous sommes dans un bordel, dans une misère totale, dans une humiliation constante, dans un affaiblissement constant, dans un affaiblissement continu. Et les gens sont fiers. Non, franchement, il y a un moment où il faut arrêter tout ce cinéma et prendre conscience de ce que sont les défis qui confrontent les peuples dominés, les peuples humiliés, les peuples rabaissés, les peuples cobayes, justement. Si nous réalisons ça, nous allons comprendre que nous avons une impérieuse nécessité à nous réunir et à commencer à prendre les taureaux par les cornes. Parce que sans ça, nous sommes morts. Sans ça, nous sommes morts. Nous allons être toujours amusés par n'importe qui. Quelqu'un depuis la télévision française lance un os, au lieu qu'on se concentre sur nos problèmes, de voir l'incapacité des dirigeants africains à apporter des solutions au coronavirus, comme ils n'ont jamais apporté de solutions aux autres maux qui minent l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer des jours et des jours à discuter, à s'étriper, à transpirer contre un certain médecin Mira en France qui dit qu'il faut aller tester un vaccin sur les Africains. Voyez? Donc nous allons perdre notre temps. Ces gens-là, ils nous amusent, c'est stratégique aussi. C'est-à-dire qu'au lieu que les Africains se concentrent sur leurs problèmes, de voir quelle est l'origine de leurs vrais problèmes. Pourquoi est-ce que le coronavirus aujourd'hui est un problème pour nous? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas résoudre ce problème? Parce que nous n'avons pas d'État, parce que nous avons des criminels, des voyous, des satrapes, des marionnettes à la tête de nos enclos coloniaux. Et que c'est ça que nous devons essayer d'affronter. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons passer du temps à nous énerver contre un énergumène qui, depuis les plateaux d'une télévision française, nous dit qu'il faut aller tester le vaccin sur les Africains. Ouais, ça, c'est une perte de temps. Donc, encore une fois, et ça va être ma conclusion, c'est que le MOLTRA lance un appel à tous les Africains, où qu'ils soient sur le continent ou dans la diaspora. Nous devons essayer de nous réunir. L'heure est arrivée. L'heure du peuple africain a sonné. Nous avons vu qu'aucun de nos problèmes ne peut être résolu avec la gouvernance coloniale actuelle et qui va continuer. Si nous continuons à garder ces gens-là à la tête de nos enclos coloniaux, nous n'irons nulle part. Nous allons être en danger permanent. Chaque problème, chaque petit problème qui va nous confronter va se transformer en une catastrophe pour nous. Parce que nous n'avons pas les instruments étatiques, organisationnels, structurels, politiques, économiques, financiers, philosophiques, capables d'affronter ces défis-là. C'est pour ça que nous avons impérieusement la nécessité de nous organiser. Et le MOLTRA est créé pour ça. Nous vous appelons. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous pour que nous puissions commencer un travail de formation, d'organisation, de structuration en vue d'affronter ces gens-là dans une entreprise de tsunami populaire qui est dirigée contre ces gens-là et contre leurs metteurs en scène qui sont à l'étranger. Sans ça, le sort de l'Afrique est scellé. Sans ça, nous allons continuer à tourner en rond. Nous allons continuer à souffrir. Nous allons être la risée du monde entier. Et notre continent va continuer à servir les autres peuples du monde et à résoudre leurs problèmes, comme l'Afrique ne cesse de le faire depuis 3000 ans maintenant. Donc nous vous lançons un appel à nous rejoindre, à rejoindre le MOLTRA. Recherchez-nous. Nous sommes en train de monter un site internet qui va être prêt dans les prochains jours. Rejoignez-nous. Nous allons essayer. Et ce combat-là ne va pas être facile. Tout le monde le sait. Et c'est ce que j'ai démontré tout au long de cette soirée, de ce direct, en montrant ce que les Chinois ont payé comme prix pour pouvoir se redresser et se lever. Nous avons déjà les solutions.
Les voies sont indiquées par les Thomas Sankara, le Cheikh Anta Diop, les Nkrumah, les Lumumba et autres. Les voies existent, les Samori Touré, tout ça, les voies existent. La voie de la Renaissance africaine existe. Il nous manque des hommes formés, organisés, structurés et capables de mettre en œuvre un combat libérateur qui doit aboutir à la renaissance de notre peuple. Voilà pourquoi je réitère mon appel à chacune et à chacun, aussi bien sur le continent que dans la diaspora. Rapprochez-vous de nous. Faites un travail de mobilisation autour de vous. Ne laissez aucun frère. Oui, la situation est compliquée, les gens sont compliqués, les gens sont endormis, les esprits sont endormis. Mais il faut le faire. Il faut que vous alliez les uns vers les autres, vous mobilisiez des gens autour de vous. Parlez aux gens. Réveillez-les, essayez de les réveiller. Parce qu'avec les États africains actuels, les enclos coloniaux abusivement appelés États africains dirigés par des élites, des épaves humaines fabriquées de toutes pièces et habillées comme des dirigeants en Afrique, nous n'allons nulle part. Nos problèmes vont s'aggraver. C'est pour ça qu'il nous faut de l'intelligence, de la planification stratégique et de la conduite d'une bataille résolument engagée de libération contre ces gens-là. Si nous battons ces gens-là, nous battons les puissances exploiteuses en Afrique. Parce que ces gens sont, et les États africains, soi-disant, sont l'incarnation du visage de la domination étrangère sur nos terres. Il ne faut pas qu'on se leurre. L'exemple chinois est quelque chose de merveilleux. L'exemple chinois est quelque chose de magnifique. Et c'est ça que l'histoire a enseigné au peuple depuis l'Antiquité. C'est-à-dire leur mobilisation pour affronter les problèmes qui sont les leurs. Et encore une fois, je dis bien que la voie et les solutions existent en Afrique. Cheikh Anta Diop et d'autres figures africaines nous ont montré cette voie-là. Nkrumah et autres nous ont montré cette voie-là depuis des années et des années. Maintenant, il revient à notre génération d'assumer ses responsabilités en allant mobiliser les Africains, en allant chercher des ressources humaines autour de chacun de nous et de chacune de nous, de les élever et si besoin, nous faire appel pour que nous puissions venir. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes là pour vous écouter, pour vous accompagner sur ce chemin-là. Ne laissez pas un week-end passer sans faire un travail de mobilisation, d'organisation. Ne laissez pas une journée passer sans aller vers les Africains, sans aller les secouer. Continuez à les secouer. N'attendez rien, n'attendez pas du résultat. Continuez à leur dire la vérité. Continuez à leur prêcher la bonne parole. Parce qu'il s'agit de la bonne parole. Continuez à semer sans attendre forcément que nos semences vont fleurir. Mais il faut continuer ce travail. Il ne faut pas les lâcher comme les témoins de Jéhovah et d'autres propagateurs de la Bible le font en s'accrochant aux gens qu'ils ont rencontrés une seule fois dans la rue. Ils ne les lâchent pas jusqu'à ce que ces gens-là se convertissent à la parole qu'ils portent. C'est ça le travail que nous devons faire. Donc, il n'y a pas de raison qu'une seule journée passe sans que les Africains travaillent en Afrique. À la fin de chaque journée, chacun doit se présenter devant son miroir et se demander s'il a fait le travail, le devoir qui est le sien en faveur de notre peuple. C'est-à-dire combien de personnes à qui nous avons parlé de l'Afrique et à qui nous avons essayé de faire passer l'idée de la nécessité d'une organisation. Nous devons nous demander à la fin de chaque journée devant notre miroir quel est le nombre d'Africains que nous avons essayé de convaincre aujourd'hui et quel est le travail que nous avons fait contre la domination étrangère en Afrique. Et au bout de l'exercice, faire en sorte que nos idées puissent pénétrer massivement les populations. Et puis, encore une fois, je vous le dis, nous sommes à disposition. Si vous avez besoin de nous pour que nous puissions venir vous apprendre comment on organise les choses, nous sommes à disposition. Si vous avez besoin que nous venions vous structurer, nous sommes prêts à le faire. Si vous avez besoin qu'on vienne vous montrer ce que c'est que la planification stratégique révolutionnaire, nous sommes à disposition pour le faire. Et nous allons nous donner un agenda
pour assumer nos responsabilités. Quel que soit l'enclos colonial dans lequel vous vous trouvez, quel que soit l'enclos colonial qui est le vôtre, continuez ce travail seulement. Et faites-nous appel. Nous sommes là pour répondre. Et nous sommes tout à fait lucides. Nous avons travaillé sur ces schémas depuis plusieurs années. Nous sommes à votre disposition. Donc continuez. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Prenons conscience de notre état. Et disons qui nous sommes, c'est-à-dire des cobayes pour les autres peuples. Mais notre état de cobaye, nous ne l'acceptons pas. Nous sommes tout à fait lucides là-dessus. Nous le voyons. Nous n'allons pas le nier. Parce qu'il ne s'agit pas de nier l'état dans lequel nous nous trouvons. Parce que si nous faisons ça, ça veut dire que nous sommes dans le déni. Et être dans le déni, c'est refuser de chercher des solutions qu'il faut. Voilà pourquoi nous devons accepter. Nous devons accepter nous voir tels que nous sommes. Et nous dire que notre peuple est un grand peuple et qu'il ne peut pas continuer comme ça. Sur ce, je vous salue fraternellement en vous rappelant encore une fois que nous sommes à votre disposition pour travailler. Faites-nous appel. Faites-nous appel. Ce n'est pas normal que face aux grands défis qui attendent l'Afrique, que nous soyons encore dans cet état de dispersion, d'inactivité, d'indifférence. Ce n'est pas normal que des jours et des semaines passent. Normalement, aucun week-end ne doit passer sans que les Africains travaillent, sans que les Africains se réunissent, réfléchissent, fassent du brainstorming, essayent des choses, essayent de se rencontrer, essayent de se connaître, essayent de mutualiser leurs moyens. Ce n'est pas en faisant de l'associationnisme que nous parlons. Nous ne parlons pas d'associationnisme aigu qui est au sein des Africains. Nous ne parlons pas du fait de créer des associations et des associations, ainsi de suite, pour dire après qu'il faut les unir. Non. Il ne s'agit pas d'unir qui que ce soit. Nous sommes en train d'affirmer une ligne. Si vous êtes d'accord avec cette ligne-là, rejoignez-nous. Ne nous parlez pas d'autres organisations. Nous parlons de notre ligne. Si vous êtes d'accord sur cette ligne-là, rejoignez-nous. Et le temps des alliances stratégiques va venir. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Et si nous imposons notre courant, nous allons faire venir des gens sur notre ligne. Mais là, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller dans tous les sens. Non, nous connaissons tous ces mouvements-là qui existent. Nous les avons vus à l'œuvre. Donc, à un moment donné, il faut dépasser l'associationnisme, il faut dépasser le clanisme, il faut dépasser tout ça pour aller dans le sens d'un combat libérateur. Un combat libérateur. C'est tout. Voilà. Et nous ne parlons pas d'élection ni de... Non, non. Nous vous parlons d'un combat libérateur qui va amener le peuple africain à l'électrochoc du réveil et de l'entreprise de la reconstruction de notre continent. Voilà ce que nous disons. Donc, rejoignez-nous. 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 Absolument. Rejoignez-nous. Il ne faut pas que vous vous laissiez avoir par l'indifférence et autres. Oui, ça va être compliqué. Mais nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce que nous sommes un grand peuple. N'oubliez pas de prendre des mesures de précaution parce que nous n'avons personne. Nous n'avons pas d'État. Nous n'avons pas d'organisation étatique capable de nous apporter des solutions. Donc, comme nous sommes toujours dans la débrouillardise, chers frères, chers sœurs africains, n'oubliez pas de prendre des mesures d'hygiène et de protection. Faites en sorte que vous laviez les mains tous les jours. Hein? Prenez... Si vous avez du désinfectant, utilisez-le. Prenez des masques. Faites attention. N'allez pas dans des groupes, etc. N'allez plus dans des grands rassemblements, les funérailles, tout ça. C'est terminé. Faites attention à vous jusqu'à ce que ce virus passe. Nous allons nous engager dans une lutte de libération et reconstruire notre État. Dans les 20 prochaines années, nous allons reconstruire l'Afrique. Nous allons devenir une grande puissance parce que l'Afrique a tout. Tous les atouts sont là. Il nous manque seulement ce combat libérateur et des dirigeants capables de pouvoir nous montrer la voie par laquelle nous devons y arriver. Et ces voies-là existent déjà, comme je l'ai dit. Donc, rejoignez-nous. Ne dormez plus. Levez-vous. Chers sœurs, chers frères africains, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Et tant que ces dirigeants et leurs metteurs en scène occidentaux et asiatiques seront là, l'Afrique n'ira nulle part. Sur ce, encore une fois, bonne soirée, que nos ancêtres veillent sur
vos maisons, sur vos proches, vos familles et sur vous-même. À très bientôt.